Bamako, l'heure à laquelle vous faites bien de nous choisir puisqu'on vous dit tout ce qui se passe sur le plan national et international. Le journal, Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, le monde à la rencontre du Mali au siège des Nations Unies en marge de la 69e session de la Commission de la condition de la femme. L'expérience malienne en matière d'accès à l'éducation, l'autonomisation et à la participation des femmes et des filles dans un contexte de crise sécuritaire au Sahel est devenue un cas d'école, selon notre correspondante sur place, Aïssata Ibrahim Maïga. L'invité de ce 13h dimanche est le commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Mohamed Ali. Il sera question avec lui des conclusions de la 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'autant plus que les statistiques montrent qu'au Mali, 1 470 114 personnes sont en situation de crise alimentaire en 2025. La récente montée des eaux à Gao a tout de même porté fruit. Le panier de la ménagère ne désemplit pas en cette période de Ramadan. L'inondation a boosté la production agricole. Les étals de légumes sont bien fournis et à un prix abordable au grand bonheur de la population. On fera un rapide tour au grand marché de Gao. En sport cyclisme, la première édition du Grand Prix au RTM se déroulera le 6 avril 2025 à travers Bamako et Kati. Et en football, le sélectionneur national des Aigles du Mali a dévoilé une liste de 25 joueurs pour les matchs contre les Comores et la Centrafrique au compte des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Et en ce qui concerne l'actualité internationale, le président angolais João Lourenço a exhorté les partis en conflit à l'est de la République démocratique du Congo à observer un cessez-le-feu qui rentre en vigueur aujourd'hui. Nous allons faire un tour sur la scène internationale avec les hommes de la rédaction et à suivre dans Focus Santé les différentes maladies qui exemptent certaines personnes du jeûne. La liste n'est pas longue. D'ailleurs, selon le gastrologue, le jeûne a beaucoup plus de vertus. Il améliorerait même le sommeil et la sexualité. Donc restez jusqu'à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de 13h dimanche. Vous le savez certainement, une nouvelle mesure est en application au Mali. Désormais, il est respectivement prélevé 1 et 10% sur les services de mobile monnaie, de recharge, de crédit, d'abonnement de fixe et d'Internet. La mesure qui émane des autorités de la transition est appelée à être une contribution collective dans le but de faire face aux actions de développement à l'échelle nationale. Pour expliquer les bien fondés de cette décision, le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'élevage et de la pêche étaient face aux organisations fêtières du monde rural. Tchemro Konaté. Le peuple malien, désormais comme seul garant de sa souveraineté. Une décision empreinte de détermination dont le substratum s'appelle la synergie. La trajectoire tracée par les autorités de la transition nécessite une contribution collective aux actions de développement. Comme stratégie, des prélèvements sont désormais effectués sur les opérations de recherche téléphonique et de transactions. Une stratégie de mobilisation des fonds constituant le centre d'intérêt d'une campagne de sensibilisation. Pour la présente séance, la voix du gouvernement est portée par Daniel Siméon Kéléman et Youbaba, respectivement ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. 10% pour les rechargements de crédit du téléphone et le montant des factures, des abonnements et des consommations téléphoniques et Internet. Et 1% pour les opérations de retrait sur mobile monnaie. Les calculs réalisés sur la base des prélèvements des 1 et 10 sur les réalisations cumulées de l'année 2023 au niveau des services susvisés par les 3 opérateurs de téléphonie du pays donnent un montant annuel de 109,66 milliards de francs CFA au fonds. Ce fonds sera utilisé pour faire face aux défis énergétiques, d'infrastructures de base, des inégalités sociales. Cette décision traduit la volonté des autorités de sortir le peuple de l'impasse que le pays traverse depuis plus d'une décennie. Situation sécuritaire peu reluisante, rupture avec la CEDEAO suite aux sanctions illégales, départ de la quasi-totalité des partenaires. Les conséquences sont multiples et variées. Daniel Siméon Kéléman, ministre de l'Agriculture. Nous devons compter d'abord sur nos propres moyens à développer et transformer nos ressources agricoles. Pour y parvenir, nous devons donc faire appel à notre sens élevé de patriotisme. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Si la durée de fourniture de l'électricité à Bamako, par exemple, ne dépassait pas 7
à 9 heures de temps par jour. Quelques semaines après la mise en place de ce fonds, le courant est fourni pendant près de 19 heures par jour. Les organisations faîtières du monde rural réitèrent sans réserve leur adhésion à la démarche. Sanoussi Bouyassila, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Lorsqu'on parle de souveraineté, d'indépendance, de développement endogène, on parle surtout de sacrifice. Il n'existe pas de grande nation au monde qui n'est pas passée par ce canal. Cependant, ces organisations du monde rural expriment des préoccupations relatives à l'utilisation judicieuse du fonds et à la création des conditions pouvant contribuer à améliorer leur climat des affaires. Pour ce qui concerne notamment la gestion du fonds, elle ne souffre d'aucune ambiguïté, rassurent ces porte-paroles du gouvernement, soulignant la mise en place d'un comité restreint de pilotage de 11 membres devant assurer la transparence. Je le disais dans les titres, au Mali, 1 470 114 personnes sont en situation de crise alimentaire en 2025. Ces chiffres ont été donnés par le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, lors de l'ouverture des travaux de la 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour remercier également le président de la transition pour avoir mobilisé en toute urgence 4 milliards de francs CFA pour faire face à la crise humanitaire au lendemain des inondations. Mais pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir le commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Mohamed Ali. Bonjour monsieur le commissaire. Bonjour monsieur Aïdara. Alors quelle analyse faites-vous déjà de la crise alimentaire au Mali? Quelle est la principale cause de cette crise-là? Alors la situation alimentaire, comme vous le savez, est établie chaque année suivant des évaluations qui se déroulent 2 fois par an. Une à la sortie de la période agricole et l'autre en mars, qui est en cours. Alors, cette situation, d'abord, une bonne partie de ces personnes sont dans une situation de vulnérabilité structurelle, je dirais entre 75 à 80%. Et le reste sont des personnes qui sont touchées par des chocs, tels que des inondations cette année ou alors l'insécurité. Et cette année, la situation est particulièrement exacerbée par les inondations, qui ont eu un impact considérable sur la situation alimentaire dans certaines zones, surtout les zones les plus touchées, parce que les inondations, on a eu d'abord les inondations du fait de la pluviométrie, mais aussi on a eu des inondations du fait de la montée du niveau du fleuve, donc la crue exceptionnelle, notamment dans les régions du centre donc, et la région de Tombouctou et Gao, qui ont beaucoup souffert de cette situation. Et beaucoup de récoltes ont été perdues, notamment dans tous les périmètres rizicoles qui sont installés le long du fleuve. D'accord, donc c'est ce qui ressort des différentes études. Voilà, c'est ce qui ressort des différentes études. Alors c'est une situation en phase 3 par rapport à une échelle de 1 à 5. Nous n'avons pas quand même des populations qui soient dans la phase 5, c'est-à-dire la phase appelée phase catastrophe, pendant que l'année dernière, nous en avions une poche dans la région de Ménaka. Donc c'est une amélioration de ce côté-là par rapport à l'année dernière. Et c'est pourquoi je viens de dire que la situation cette année est essentiellement causées par les inondations. Les inondations, et on rappelle que les 4 milliards ont été donnés dans ce sens. Les 4 milliards que le gouvernement, sous les instructions, donc suivant les instructions du chef de l'État, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, ont automatiquement débloqué pour permettre d'assister dans l'immédiat les populations sinistrées. Le commissariat à la sécurité alimentaire était venu en appui, un appui considérable qu'on a apporté pendant cette période. D'abord en accompagnement du ministère de la Santé et du Développement social, mais aussi du ministère de l'Agriculture, lorsqu'on a fait la tour du coton, parce que dans cette zone aussi, beaucoup de champs de coton ont été perdus. Alors c'est un peu le paradoxe quand on parle de 11 millions de tonnes cette année, une production record, et qu'on parle encore aussi de situations alimentaires difficiles. C'est le paradoxe, mais il faut comprendre que pour le paysan qui a perdu totalement son champ de maïs ou son champ de coton dans cette zone-là, il se retrouve du jour au lendemain sans rien. Donc il a besoin de l'assistance de l'État pour ne pas tomber dans une situation définitive de vulnérabilité. Exactement. Alors, qu'est-ce qui ressort donc de la 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle? Donc la 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire cette année, d'abord, s'est tenue dans un format particulier. D'abord, c'est pour des raisons d'appropriation nationale de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. D'abord, la partie nationale a tenu le Conseil pour valider donc, le budget de l'État pour les interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire. Alors, ce qui a été validé et adopté, c'est l'ensemble des activités qui sont prévues pour venir atténuer cette situation de crise alimentaire. Donc, ça va des traditionnelles distributions alimentaires gratuites pendant la période de soudure, mais aussi des ventes à prix social à travers les mécanismes innovants des facilités alimentaires qui visent à donner
un accès économique à des populations avec un revenu bas, à des denrées de première nécessité. C'est par exemple un sac de riz, un sac de mil, par exemple, qui sont cédés à 50% de leur prix sur le marché, à 12 000 ménages sur Bamako, par exemple. Et ça va s'étendre aussi à un certain nombre de centres urbains à l'intérieur du pays. Vous avez aussi des ventes de 11 000 tonnes de riz qui vont intervenir pour soutenir un soutien au marché. Ce sont des ventes subventionnées qui vont, à partir du stock d'intervention de l'État, qui vont aider, comme l'année dernière aussi, à faire face à la situation des hausses des prix sur les différents marchés urbains sur l'ensemble du territoire national. Vous avez aussi des appuis qui vont dans le domaine de la pisciculture, donc, qui est aussi un secteur assez vulnérable qu'on appuie aussi. Et vous avez aussi des actions de renforcement des moyens d'existence pour des populations qui sont en phase de stress, pour lesquelles ne tombent pas dans une situation de crise. Ce sont toutes l'ensemble de ces mesures-là qui sont inscrites dans un plan national de réponse et qui a été validé par cette 21e session. Est-ce à dire que ce sont vraiment des actions qui sont envisagées à court, moyen et long terme? Ce sont des actions dont une partie est déjà en train d'être mise en œuvre. Vous savez, vous connaissez l'opération Sonkalo Solidarité qui vise aussi à soutenir l'ensemble de la population malienne pendant cette période difficile. Donc elles vont des actions aussi de suivi de la situation des marchés pour éviter la flambée des prix de certains produits, mais aussi l'assistance directe à travers plus d'une soixantaine de points de rupture collectives qui sont appuyés et des distributions alimentaires dans l'ensemble des 20 régions du Mali pour soutenir les fidèles à la fois musulmans et chrétiens, et aussi des appuis à des sectoriels comme le développement social, comme le ministère des Affaires religieuses et du culte, comme le ministère de la promotion de la femme. Tous ces appuis-là ont été mobilisés aussi par le commissariat à la sécurité alimentaire pour venir en aide aussi aux populations. Donc un ensemble d'actions sont déjà en cours, et des distributions ponctuelles aussi interviennent aussi lorsque des villages sont signalés par les administrations régionales avec lesquelles nous sommes permanemment en contact, et aussi on intervient aussi immédiatement comme on vient de le faire dans le cercle des Massina et dans d'autres zones. Très bien. Et quelles sont les actions préventives qui sont mises en place également pour éviter de telles crises? Alors, des actions préventives sont on investit beaucoup plus dans le renforcement des moyens d'existence, dans l'appui à la résilience à travers donc les actions de maraîchage, les actions d'activité génératrice de revenus, dans le cadre aussi de la prévention ou d'atténuation, en tout cas des effets des inondations. Le gouvernement a préconisé un certain nombre de mesures que j'appelle d'ailleurs les populations à adhérer à ces mesures-là pour éviter qu'on connaisse encore une fois des situations qui sont des situations qu'on peut éviter dans certains cas si les mesures préconisées sont respectées et suivies par les populations. Très bien. Et pour terminer, on peut dire déjà que ces millions de personnes qui sont en situation de crise connaîtront quand même une certaine amélioration par rapport à leur mode de vie, très bientôt. Très bientôt. En fait, comme chaque année, on le fait pendant la période de soudure. L'assistance, elle arrive à partir de juin, comme vous le savez. Chaque année, à partir du mois de juin, le président de la transition, chef de l'État général d'armée Assimi Goïta, la tradition, traditionnellement, préside le lancement du plan national de réponse à partir du mois de juin. Voilà. Donc un certain nombre, en ce moment-là, les distributions massives sont faites sur l'ensemble des pays pour soutenir notamment les agriculteurs qui sont touchés, pour leur permettre d'aller sereinement dans les champs. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Mohamed Ali. Merci d'être passé par là. Merci beaucoup. Suite de cette édition, vous allez suivre ce reportage. 16e jour du mois de Ramadan, nous sommes. Le marché de la ville de Gao est actuellement bien approvisionné en légumes de tout genre. Contrairement aux années précédentes, à la même période, cette abondance du marché en légumes est due, selon les jardiniers, à la montée des eaux et aux grandes quantités de pluie enregistrées dans la région de Gao. Les légumes très prisés en cette période sont suffisamment disponibles en grande quantité et à des prix abordables selon les consommateurs. Faisons un tour au marché avec Adizatou Mohamed Maïga. Nous sommes au grand marché de Gao. En dehors de la place dédiée à la vente de légumes, une grande partie du marché est prise d'assaut par les vendeuses de légumes. Sur place, on trouve de la carotte, la betterave, la tomate, du concombre ou encore de la pomme de terre. Tous ceux-ci sont issus d'une production locale, comme le témoignent les vendeuses. Aminata Samba Maïga, vendeuse de légumes. À mon avis, la production de cette année a beaucoup réussi. Même les gens qui sont en brousse ont profité de la montée des eaux pour faire du jardinage. C'est avec eux que nous achetons ces légumes.
Tous ces légumes sont produits ici dans la région, sauf l'igname, le citron, le gingembre et le quinquiliba qui proviennent d'ailleurs. Amouhani Haidara, vendeuse. Ici, je dispose de plusieurs types de légumes, des tomates, des betteraves, des poivrons, des oignons, du piment et salade. La crue de cette année nous a fait peur. Mais Dieu merci, le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est la lanterne du marché. Très prisés en ces mois de Ramadan, les légumes sont à la portée de tous. Les clients qui viennent se ravitailler ne cachent pas leur satisfaction. Nikema Sampawan, cliente. J'ai venu acheter des condiments, tomates, poivrons, nyamakou, il y en a, et puis c'est moins cher. Ousmane Aïdara, client. Je suis venu faire les achats pour le Ramadan. Cette année, il y a beaucoup de l'eau qui est rentrée. Il y en a beaucoup de gens qui ont fait des jardins, tout ça. Il y en a beaucoup de fruits dans les marchés cette année. Anna Koirakoui, cliente. En ces mois de Ramadan, nous pouvons dire Dieu merci. Le marché est bien approvisionné, les légumes sont moins chers aussi. Nous prions pour que Dieu nous montre le Ramadan prochain et trouver les légumes de la même sorte sur le marché. L'abondance de la production de cette année à Gao est une première, selon Ibrahim Ahamadou, jardinier au quartier Boulgoundier. Depuis plus de 40 ans, on n'a pas assisté à une telle production. Cette année, on a assisté à une augmentation de l'eau du fleuve à Gao. Beaucoup de gens ont profité de cette situation pour devenir des jardiniers. Voilà la raison de cette abondance de légumes sur le marché. Cette année, avec la montée des eaux, nous pouvons travailler dans nos jardins jusqu'au mois de mai. Aminata Samba Maïga, vendeuse. Pour ce qui concerne la pomme de terre, nous avons des types actuellement sur le marché. Celle de l'Algérie qui est vendue à 600 francs le kilo et la pomme de terre locale qui est très prisée par les consommateurs. Elle est cédée à 650 francs. Avec l'abondance de ces produits locaux sur le marché, l'autosuffisance alimentaire, tant voulue par les plus hautes autorités de notre pays, sera sans doute une réalité. Gao, Hadizatou Mohamed Mega et Al-Hassan Ahamadou pour l'ORTM. Allez, je vous amène directement à New York, où le Mali attire de plus en plus les intentions grâce à la résilience et à l'audace de son peuple de prendre son destin en main. La preuve, au siège des Nations Unies, le jeudi passé, la salle de conférence I n'a pas pu contenir ce beau monde venu s'imprégner et s'inspirer également des pratiques maliennes en matière d'accès à l'éducation, l'autonomisation et à la participation des femmes et des filles dans un contexte de crise sécuritaire au Sahel. Une réunion qui se tient en marge de la 69e session de la Commission de la condition de la femme qui se tient à New York. Sur place, Aïssata Ibrahim Maïga. La Commission de la condition de la femme, le plus grand rassemblement annuel des Nations Unies consacré à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, se tient actuellement à New York du 11 au 22 mars. Cet événement majeur réunit des délégations du monde entier pour évaluer les progrès réalisés en matière de droits des femmes et identifier les défis restants. Cette année, la Commission se penche particulièrement sur la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing, un cadre historique adopté il y a près de 30 ans. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à raviver ce programme d'action, soulignant son importance dans le pacte pour l'avenir signé par les gouvernements mondiaux en septembre dernier. L'objectif est clair, mobiliser des fonds et des ressources pour soutenir les organisations de femmes, notamment dans les régions touchées par les conflits et les crises. Car malgré les avancées, les inégalités persistent et les femmes et filles restent souvent les premières victimes des situations de fragilité. Parmi les délégations présentes, le Mali est représenté par une forte équipe conduite par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Lors de cette 69e session, les États membres travaillent à définir des mesures concrètes pour accélérer les progrès. L'objectif est clair, garantir aux femmes et aux filles la pleine jouissance de leurs droits politiques, économiques et sociaux. Les conclusions et recommandations de cette session seront transmises à l'ECOSOC, le Conseil économique et social de l'ONU, pour assurer leur suivi et leur mise en œuvre. Alors que les discussions se poursuivent à New York, une chose est sûre, la route vers l'égalité des sexes reste longue, mais des initiatives comme celle de la Commission de la condition de la femme montrent que la mobilisation internationale est plus que jamais nécessaire. Pour le Mali et les autres pays du Sahel, ces échanges représentent une opportunité unique
de partager leur réalité et de trouver des solutions adaptées à leur contexte spécifique. Actualité internationale toujours. Le président angolais João Lourenço a exhorté les parties en conflit à l'est de la République démocratique du Congo à observer un cessez-le-feu qui rentre en vigueur aujourd'hui. L'initiative vise à faciliter les discussions directes prévues le 18 mars à Luanda entre Kinshasa et l'AFC M23. Lassine Keita qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Alors pour le moment, c'est silence radio des deux camps après la proposition de trêve du président angolais. Tout à fait. C'est à travers un communiqué de la présidence angolaise que João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, demande aux partis en conflit d'observer une trêve qui doit inclure l'arrêt des attaques contre les civils et l'interdiction d'occuper de nouvelles positions. C'est pour favoriser les négociations de paix qui s'ouvriront le 18 mars prochain entre le M23 et la RDC. C'est la première fois que le gouvernement de la RDC accepterait de négocier directement avec les rebelles du M23 qui, selon Kinshasa, sont soutenus par le Rwanda et avancent sur le territoire congolais. La question du cessez-le-feu et ses modalités sera aussi discutée le 17 mars à Harare. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC doit établir un cadre plus contraignant au regard de la situation. Une incertitude plane car l'envoyé de Félix Tshisekedi n'a fait aucune déclaration à la presse et aucun détail n'a été divulgué sur la réunion qui portera sur les questions de sécurité et de stabilité dans l'est de la RDC. Autre fait marquant, la délégation du M23 est dans l'attente d'une notification officielle de la médiation angolaise assortie des garanties sécuritaires. Pour le moment, la situation reste tendue sur le terrain. Alors, Lassine, eh bien, si les autorités ne réagissent pas, l'opposition congolaise quand même apprécie les efforts de l'Angola. Les négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23 qui s'ouvrent le 18 mars constituent un pas important et sont salués unanimement par l'opposition congolaise. Moïse Katumbi salue ce qu'il qualifie d'avancée décisive qui se profile à l'horizon grâce à l'Angola, un partenaire, selon Katumbi, fidèle, constant et impartial. Moïse Katumbi met cependant en garde contre ce qu'il appelle de tentatives de manœuvres politiques ou d'accords qui ne conduiraient qu'à une paix illusoire, fragile et éphémère. Martin Fayulu encense lui aussi le président angolais João Lourenço, dont l'action laissera une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Afrique et demeurera à jamais gravée dans la mémoire collective du peuple congolais. Même appel à appuyer l'initiative des évêques et pasteurs qui constitue à ses yeux une occasion décisive pour s'attaquer aux causes profondes des crises politiques et sécuritaires récurrentes qui entravent la stabilité et l'épanouissement de la RDC. Quant à l'ex-premier ministre Matata Ponyo, il estime que les négociations de Luanda et l'initiative des évêques constituent, je cite encore, les deux segments de la seule et unique voie la plus appropriée pour mettre un terme définitif à ces conflits. À répétition, Moussa Papa. Merci beaucoup, Lassine Keita, à l'instant sur le dossier congolais. Et je me tourne vers vous à présent, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Moussa Papa Aïdara. Avec vous, l'actualité en pointillé. D'abord au Nigeria, le gouvernement défend le projet d'autoroute Lagos-Calabar face aux critiques. Oui, la dernière critique en date est celle de l'ancien président Olusegun Obasanjo. Il estime que la nouvelle autoroute longue de 700 km est un exemple typique de gaspillage, de corruption et de priorités mal placées. Le gouvernement y voit plutôt un héritage durable au Nigeria. L'infrastructure routière qui traverse 9 États nigérians doit coûter au minimum 13 milliards de dollars, soit environ 8 000 milliards de francs CFA. Madagascar, un restaurant fermé après une intoxication alimentaire du président Andry Rajoelina. Le 8 mars dernier, le couple présidentiel organisait dans la ville côtière de Madjouga la cérémonie officielle de la journée des droits des femmes. À l'issue du déjeuner, une cinquantaine de personnes sont tombées malades, dont le chef de l'État et son épouse. L'hôtel qui abritait la réception a été prié de cesser toute activité de restauration sous décision du ministère du Tourisme. Un député de l'opposition parle d'une décision abusive et partiale. Les autorités somaliennes démentent formellement l'information selon laquelle elles auraient été sollicitées pour accueillir
sortir des Palestiniens de Gaza. C'est une proposition du président américain Donald Trump visant à vider Gaza de ses habitants pour en faire une zone touristique. Cette initiative constitue une violation flagrante du droit international et est strictement interdite par les conventions de Genève, réagissent les autorités somaliennes. On se rappelle, les dirigeants des pays de la Ligue arabe avaient adopté un plan de reconstruction de Gaza à hauteur de 53 milliards de dollars, avec comme objectif réhabiliter la région tout en permettant aux Palestiniens de rester sur leur terre. L'ambassadeur sud-africain Ebrahim Rasool n'est plus le bienvenu aux États-Unis. Tout à fait, il a moins de 112 heures pour quitter le territoire américain. C'est ce qu'a annoncé vendredi le secrétaire d'État américain Marco Rubio via son compte X. Il accuse le diplomate sud-africain de haïr le président américain Donald Trump. La présidence sud-africaine juge regrettable cette expulsion et s'est dit déterminée à construire une relation mutuellement bénéfique avec Washington. Nous restons aux États-Unis, Boama Traoré, où le président Donald Trump a annoncé hier que l'armée américaine avait mené dans la journée des frappes contre les Houthis au Yémen. C'est en réponse aux attaques répétées menées contre des navires en mer Rouge selon Washington. Dans un message sur son réseau social, le président Trump prévient: si les attaques des Houthis ne cessent pas, l'enfer s'abattra sur vous comme jamais, déclare-t-il. Et l'Iran a réagi ce dimanche. Les États-Unis n'ont aucun droit de dicter notre politique étrangère, a écrit le chef de la diplomatie iranienne Abbas Arachi sur le réseau social X. Il appelle à cesser de tuer le peuple yéménite. En Syrie, au moins 16 personnes ont été tuées hier dans l'explosion accidentelle de munitions à l'attaquer dans l'ouest du pays. C'est un nouveau bilan publié ce dimanche par la défense civile syrienne. L'explosion a également fait au moins 18 blessés, dont 6 enfants. Les opérations de recherche et de sauvetage continuent pour extraire ceux qui sont coincés sous les gravats de l'immeuble détruit. Selon l'agence officielle Sana, l'explosion a été provoquée par un ferrailleur qui tentait de démonter des munitions de guerre non explosées dans un atelier. Enfin, Corée du Sud, un pays que vous connaissez très bien, une vingtaine de citoyens ont entamé une grève de la faim. Ils protestent contre la libération du président Yoon Suk-yeol il y a une semaine. Le chef de l'État suspendu est libre, mais toujours accusé de rébellion pour avoir plongé son pays dans les chaos politiques dans la nuit du 3 au 4 décembre 2024 en décrétant la loi martiale. Merci beaucoup, Boama Traoré, pour toutes ces informations. La suite de cette édition, juste après ce qui suit. La phase allée du championnat national de basketball a pris fin hier samedi. L'AS Police chez les messieurs, le stade malien de Bamako chez les dames domine les débats. En cyclisme, la conférence de presse du Grand Prix ORTM première édition s'est tenue dans un climat fraternel dans la cantine de l'ORTM. L'événement se déroulera le 6 avril 2025 à travers Bamako et Kati. Et autre discipline, en football, le sélectionneur national des Aigles du Mali a dévoilé une liste de 25 joueurs pour les matchs contre les Comores et la Centrafrique au compte des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Et puis la 15e journée de la Ligue 1 de football du Mali se poursuivra cet après-midi avec 3 rencontres. Famourou Djourté nous fait le point. La 15e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali se poursuit. 3 matchs sont programmés ce dimanche. Les 2 premiers commencent à 16h30. À Kati, au stade Salif Keïta Domingo, l'association sportive de Korofina ASCO reçoit l'US Bougouba. Les Oranges de Korofina occupent la 13e place avec 9 points, alors que les pensionnaires de Bougouba sont 6e avec 22 points et peuvent, en cas de succès, venir s'installer au pied du podium. À Bamako, au stade Mamadou Konaté, l'AS Real de Bamako accueille le stade malien de Bamako. Sans doute le choc au sommet de la 15e journée. Les Scorpions de l'AS Real pointe à la 7e place avec 22 points. Quant aux Blancs de Bamako, avec 28 points, ils sont positionnés à la 2e place du classement derrière leurs rivaux, les Rouges de Bamako. Et justement, après le choc au Real Stade à 18h45, il y aura le duel des extrêmes. Le leader, le Djoliba AC, 31 points, offre son hospitalité au dernier de la classe, les Étoiles du Mandé, qui n'ont que 9 points dans leur compteur. La 15e journée prend fin demain lundi avec 2 rencontres. Il s'agit des oppositions Bakaridian US Boukouni et Binga FC FC Diara. Les 2 matchs se jouent au stade Mamadou Konati. En ouverture, vendredi, Afrique Football Elite et l'USFAS ont fait match nul 0-0. Hier samedi, l'AS Police, premier non relégable, s'est relancé dans la course au maintien en cartonnant 11 créateurs 3-0. Adama Samake, 27e minute, Seiban Traoré, 39e minute et Mamadou Sidibé Di Makaya, dans le temps additionnel de la seconde partie, ont été les buteurs de la partie. Le sélectionneur national des Aigles du Mali, Tom Saint-Fit, a publié la liste des joueurs retenus pour les rencontres des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre les Comores et la République centrafricaine.
centrafricaine. Une liste de 25 joueurs composée de 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants. Dans la liste, l'on note un nouveau visage. Il s'agit de l'avant-centre Moustapha Sangaré qui est appelé pour la première fois dans le nid des aigles. Aussi, certains joueurs signent leur retour dans le groupe. Toutefois, plusieurs anciens cadres n'ont pas été retenus par le technicien belge qui affirme avoir privilégié la carte de la continuité. Tom Saint-Fit, sélectionneur des Aigles du Mali. Au papier, je pense, avant, Mali est le meilleur dans le groupe, aussi au tirage, en poteau 1. Mais maintenant, on n'est pas en pole position, on n'est pas dans une situation qu'on peut perdre des points. On doit faire tout pour gagner chaque match. Après 4 journées dans le groupe I, les Aigles du Mali occupent la 4e place avec 5 points et se doivent de réaliser de bons résultats contre les Comores le 20 mars et la Centrafrique 4 jours après, le 24 mars, pour se relancer dans la course à la qualification. Éliminatoire du mondial féminin des moins de 17 ans pour boucler ce chapitre football. Dans le cadre du match retour du second tour, la Guinée a dominé la Sierra Leone ce samedi 15 mars sur le score de 2-1 au stade Mamadou Konaté à Bamako. Grâce à cette performance, les filles du coach Amadou Kain Kamara se qualifient pour le 3e tour qualificatif qui se tiendra au mois d'avril 2025. En cyclisme, la première édition du Grand Prix ORTM est prévue pour le 6 avril 2025. Elle regroupera une centaine de coureurs venant des pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour une distance de 120 km allant de Bamako à Kati pour 8 points chauds. Un départ fictif sera donné devant l'ORTM, mais le départ réel sera donné devant la Bourse du Travail et l'événement sera diffusé en direct et en intégralité sur la télévision nationale. S'agissant des critères de participation, entre 18 et 23 ans, et chaque coureur doit posséder une licence. Sidi Bagayo est le président de la Fédération malienne de cyclisme. Nous pensons que ça va quand même beaucoup aider le cyclisme à se développer davantage. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. C'est une première en tout cas pour l'ORTM de faire en sorte que cet événement que nous engageons à organiser avec la Fédération soit vraiment de portée confédérale. Le président de la Fédération malienne de cyclisme, Sidi Bagayogo, a également révélé au cours de la conférence de presse de la première édition du Grand Prix ORTM que la 11e édition du Grand Tour international du Mali sera lancée le 19 avril 2025. Terminons avec le basketball. La phase allée du championnat national de première division a rendu son verdict ce samedi avec 4 matchs sur le tableau masculin. Malgré sa défaite contre l'USFAS 82-80, l'AS Police termine la phase allée en tête avec 13 points devant le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, 12 points, qui s'est incliné 55-69 face au Stade Malais de Bamako qui occupe la 3e place avec 11 points avec un match en retard. Le duel des mal classés entre Faso Kanou et le centre Mamoutou Kane CMK, comptant pour la 7e journée, a tourné à l'avantage des centristes 39-55. Néanmoins, les deux formations occupent les 2 dernières places au classement à l'issue de la phase allée du championnat. Chez les dames, Stade Malais de Bamako, USFAS et l'AS Police mènent la danse. Lors de la 7e journée, l'USFAS a dominé l'AS Police par 79-46 et chipe par la même occasion la 2e place à son adversaire du jour. Quant aux stadistes, elles n'ont laissé aucune chance au centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, battu 91-53. Calaban Sport Club, KSC et le Djoulouba AC, respectivement 4e et 5e, ont tous les deux gagné. C'était contre l'AS Commune 5 et l'AS Real. Score 90-54 et 68-50. L'AS Commune 5 de Bamako et le CRBT sont les 2 derniers au classement chez les dames à l'issue de la phase allée du championnat national de basketball. Focus Santé. Ce mois de Ramadan et de Carême consacré aux jeûnes est un devoir religieux pour les musulmans et les chrétiens. Sur le plan sanitaire, la pratique a beaucoup de vertus. Le repos, la détoxication et la régénération de l'organisme sont quelques avantages du jeûne sur la santé des pratiquants. Malheureusement, certaines personnes ne doivent pas observer le jeûne à cause de leur état de santé. Koumba Sissé nous en parle. Nous sommes au mois de Ramadan. Accomplir le jeûne est un devoir religieux pour les musulmans. Selon les spécialistes de la santé, si la pratique a des avantages sur la santé des populations, elle a aussi des inconvénients. C'est pourquoi, avant de commencer le jeûne, certains préalables sont nécessaires. Professeur Anselme Konaté, gastrologue. Il y a une phase préparatoire avant même que le jour du jeûne commence. Donc, l'organisme doit être préparé à subir une certaine épreuve qui n'est pas habituelle. 4 à 5 jours avant d'entamer le jeûne, les jeûneurs doivent diminuer, voire même arrêter la consommation de protéines animales, doivent arrêter de consommer les produits laitiers. Mais surtout, il faut, pendant cette phase de préparatoire, boire au moins
2 à 3 litres d'eau entre les repas. En dehors de la pratique religieuse, le jeûne a beaucoup de vertus sur le plan médical. Une des vertus du jeûne, c'est de pouvoir reposer l'organisme. Deuxième vertu, ça c'est de détoxiquer l'organisme. L'autre vertu du point de vue médical, c'est que le jeûne permet la régénération de l'organisme. Quand on jeûne, on apprend à perdre l'appétit. Le jeûne améliore la sexualité. Le jeûne améliore le sommeil. Le jeûne permet de diminuer l'anxiété et l'irritabilité. Ce qui est beaucoup recommandé à la rupture du jeûne, c'est la consommation des boissons, puis celle des aliments solides. Professeur Anselme Konaté, gastrologue. À la coupure du jeûne, là, il faut aller avec des aliments relativement liquides, mixés et éventuellement solides. Donc ça, c'est une procédure qui est tout à fait importante. La phase de réintégration alimentaire va consister à introduire de façon graduelle les protéines animales, à introduire les produits laitiers, mais de façon graduelle, et aussi à conserver une bonne hydratation. Donc boire beaucoup d'eau. Pour éviter tout risque, certains groupes d'individus ne doivent pas observer le jeûne. Les femmes enceintes ne doivent pas jeûner. Les femmes allaitantes ne doivent pas jeûner. Les personnes qui ont ce qu'on appelle les troubles comportementaux alimentaires et les patients, les personnes qui sont cachectiques, c'est-à-dire qui ont une maigreur excessive, ne doivent pas jeûner. Quand on a une insuffisance cardiaque globale ou une insuffisance cardiaque avancée, ce n'est pas bon de jeûner. Lorsqu'une personne a une insuffisance rénale, il en existe deux types, l'insuffisance rénale organique et l'insuffisance rénale qui est dite fonctionnelle. Mais je voudrais souligner le cas de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Lorsqu'elle n'est pas sévère, on peut jeûner. Et donc, tous ceux qui souffrent de problèmes de calcul rénal doivent s'abstenir de jeûner. Naturellement, les personnes âgées. L'âge doit être apprécié de façon quantitative et de façon qualitative. Ceux qui ont des maladies du foie à un stade avancé. Les diabétiques, les personnes qui sont sous insuline, il n'est pas conseillé de leur recommander ça. Les personnes ayant un ulcère gastro-duodénal authentifié endoscopiquement ne doivent pas jeûner. L'estomac est un organe qui naturellement produit de l'acidité. Et quand on a une plaie, un ulcère au niveau de l'estomac, une plaie, forcément, quand on a le ventre vide, l'acidité va aller impacter sur la muqueuse. Non seulement ça peut entraîner un retard de cicatrisation, mais ça peut aggraver. Il est à noter que toute personne malade qui prend des médicaments au moins 3 fois par jour ne doit pas jeûner pendant la période de traitement. Focus santé. 13h37, voilà l'essentiel de ce qu'il fallait savoir pour cette deuxième édition, présentée par Moussa Papa Idara. Tout le plaisir était pour moi. Mise en onde bien assurée par Bintou Traoré, réalisation Lansine Keita, mise en ligne Amadisso, coordination Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous et des autres, mesdames, messieurs, et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. À très bientôt sur le RTM et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne.